Imaginez-vous debout au milieu du Forum des Halles, sur la place en contrebas, sous la verrière, avec le brouhaha de la zone de restauration qui monte d'en bas, et sachant qu'à vos pieds, sous le béton, les tunnels du métro et les chaînes de magasins, se trouvait tout un quartier médiéval. Des rues avec des noms, des cours avec des puits, 600 ans de vie empilés les uns sur les autres, le quartier des Arcis disparu. Non pas par la guerre, non pas par le feu, mais par l'expansion du marché pour construire une version plus grande des Halles. Et quelque part dans ce quartier se trouvait une communauté si particulière, si étrange dans sa combinaison de métiers et de réputation que les contemporains disaient « on pouvait identifier la rue où l'on se trouvait rien qu'à l'odeur ». Nous y reviendrons. Commencez ici, à l'entrée du canapé, sous cette verrière qui fait encore débat à Paris. Regardez au-delà, mentalement, au niveau de la rue, à ce qui existait autrefois à la place de ce complexe souterrain. Le quartier des Arcis était un enchevêtrement de rues nommées. Rue de la Tonnerie, rue des Déchargeurs, rue de la Ferronnerie. Et ces mots n'étaient pas décoratifs. Le Paris médiéval s'organisait par corporation, en grappes professionnelles très serrées. Les tonniers sur un pâté de maison, les déchargeurs sur un autre. Les ferronniers sur un autre. Le réseau de rues était en fait une carte de qui fabriquait quoi et où. Et la rue de la Ferronnerie, la rue des Ferronniers, qui passe à peu près sous l'endroit où vous vous tenez, c'est aussi là qu'Henri IV a été assassiné en 1610. Sa calèche s'est retrouvée coincée dans un embouteillage provoqué par des charrettes de marché qui bloquaient la route. Le marché a tué le roi. Cette rue a aujourd'hui disparu, absorbée par le Forum. Mais le lieu de l'assassinat est toujours signalé à proximité, si vous savez où chercher. Maintenant, marchez vers l'est le long de la rue Saint-Martin et arrêtez-vous devant Saint-Marie. L'église gothique flamboyante paraît légèrement surréaliste à côté des tuyaux apparents du centre Pompidou. 2 siècles différents qui exposent leur architecture pour des raisons différentes. Saint-Marie était l'église paroissiale du quartier des Arcis. Elle a ancré l'identité du quartier pendant des siècles. Baptêmes, funérailles, processions de guildes, tout ce qui était important dans le quartier passait par ici. Et les habitants utilisaient le cimetière comme espace commercial informel. Les étals du marché étaient collés au mur de l'église, une pratique dont le clergé s'est plaint pendant 2 siècles sans jamais parvenir à l'arrêter. Le restaurant Méry's a survécu aux démolitions car il se trouvait juste à l'extérieur de la ligne tracée sur une carte dans les années 1850. 1 mètre dans un sens ou dans l'autre, et ce serait un mur de foot courte. Mais il y a autre chose à propos de Saint-Méry sur laquelle je veux revenir. Les registres paroissiaux mentionnent que la crypte était utilisée pour ce qu'ils décrivent simplement comme un stockage irrégulier. Qu'est-ce qui était stocké et par qui? Je vais vous le dire dans un instant. Gardez-le en tête. Marchez plus à l'est jusqu'à l'intersection de la rue Saint-Denis et de la rue de Rivoli, l'un des carrefours les plus bruyants et les plus inlassables du centre de Paris. De la circulation dans tous les sens, rien de calme ici, hein. Ce coin marquait la limite est du quartier des Arcis et en vous tenant ici, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi ce quartier existait. D'un côté, l'ancien couloir de la rue Saint-Denis, l'une des plus vieilles artères commerciales de Paris, qui part du cœur de la ville vers le nord depuis l'époque romaine. De l'autre, l'accès au Châtelet et à la rivière. Le quartier se trouvait à la jonction de 3 grands axes médiévaux, le commerce fluvial, le commerce terrestre vers le nord et le marché intérieur des Halles. Ce n'était pas un cul-de-sac, c'était un tissu conjonctif, et le tissu conjonctif est presque impossible à contrôler. Les marchandises circulaient dans toutes les directions en même temps. Les archives de la police d'avant Haussmann, ainsi que ce schéma, sont bien documentées dans de nombreuses sources. Elles décrivent les ruelles entre la rue Saint-Denis et le marché comme un territoire de choix pour les receleurs qui y opéraient au grand jour. Parce que le volume du commerce légal rendait la surveillance pratiquement impossible. Quand tout bouge, rien ne paraît suspect. Et c'est là que l'odeur entre en jeu. Retournez dans le forum souterrain et parcourez les couloirs en direction du sud-est. Vous suivez le fantôme de la rue de la Ferronnerie, merci. Juste sous vos pieds en ce moment.
Les rapports d'inspection municipale du début du XIXe siècle décrivent cette rue et ses voisines comme praticables rien qu'à l'odeur. La graisse des chandeliers dans une rue, la calamine et le métal brûlant des forgerons dans la suivante, l'âcre odeur acide des tanneurs un peu plus loin. C'était pas une question d'ambiance, mais d'orientation sensorielle réelle. Les habitants savaient apparemment exactement où ils se trouvaient dans le quartier sans même lever les yeux. La rue était à peine assez large pour qu'une charrette chargée puisse passer, ce qui empêchait les odeurs de se disperser. Elles s'accumulaient, piégées entre les étages supérieurs en surplomb. En été, d'après les témoignages de l'époque, c'était apparemment insupportable. En hiver, paradoxalement, les rues étaient les plus chaudes du quartier. Toute cette chaleur industrielle rayonnant des forges et des cuves de fonte. Voici le retournement de situation. Cette densité sensorielle, qui paraît presque romantique avec le recul, est devenue une arme politique. Le quartier apparaissait régulièrement dans les pamphlets réformateurs du XIXe siècle comme un exemple emblématique du Paris insalubre. L'odeur, l'étroitesse, l'obscurité, utilisées comme preuve de la nécessité de rénover, la réalité vécue du commerce médiéval a été requalifiée en urgence de santé publique. C'est l'odeur qui a fait raser le quartier, mais pas par les hommes de maison. C'est la partie que personne ne mentionne. Revenez à la surface, sur la place ouverte entre la Canopée et Saint-Marie. La démolition initiale du quartier des Arcis a eu lieu dans les années 1850 sous Napoléon III, mais spécifiquement pour l'agrandissement du marché des Halles et non pour le résoudre boulevard d'Haussmann. L'architecte Victor Baltard a été chargé de construire de nouveaux pavillons de marché, des structures de fer et de verre à l'échelle d'une nef de cathédrale. Pour les construire, le quartier a été rasé. Des milliers d'habitants ont été déplacés, chaque rue a été effacée et les pavillons ont été immédiatement célébrés et surnommés les Bellis de Paris. Immortalisés dans la littérature par Zola, ils sont considérés comme l'un des grands accomplissements de l'architecture métallique du XIXe siècle. Le quartier est mort pour qu'on puisse construire quelque chose de beau à sa place. Les habitants déplacés du quartier des Arcis ont été relogés au nord et à l'est dans les arrondissements périphériques. Ce sont ces mêmes quartiers qui accueilleront une décennie plus tard les populations déplacées par Haussmann. Certaines de ces communautés ont même été expulsées 2 fois en une seule génération. Avant de vous raconter ce qu'il est advenu des pavillons, laissez-moi tenir ma promesse. Concernant la crypte de Saint-Marie, faites le tour jusqu'à la petite rue étroite des Juges Consolés, à côté de l'église, toujours là, toujours à l'échelle médiévale. C'est l'une des rares rues de ce secteur à avoir survécu. Les historiens locaux pensent que le stockage irrégulier mentionné dans les registres paroissiaux fait référence au système des corporations du quartier. On utilisait l'espace de l'église lors de conflits commerciaux, notamment pour entreposer des marchandises saisies à cause de défauts de paiement sous la protection ecclésiastique. La loi médiévale sur le droit d'asile signifiait que les biens placés sous la protection de l'Église ne pouvaient être saisis par les créanciers civils ou les magistrats. Dans un quartier entièrement fondé sur le commerce et la dette, la crypte de l'Église servait en fait d'instrument juridique sous caution. La protection du sanctuaire a été officiellement abolie en France en 1789. En 60 ans, le quartier qui en dépendait l'avait disparu. La structure juridique et le quartier qu'elle desservait ont disparu au cours du même siècle. Maintenant, redescendez dans le forum le niveau de la restauration rapide, les chaînes de magasins, les correspondances de métro, les pavillons Baltard. Ces chefs-d'œuvre de fer et de verre, construits sur les ruines du quartier des Arcis et salués par tous les critiques d'architecture d'Europe, ont été démolis en 1971, non pas par la guerre, mais par une décision du conseil municipal de construire un complexe commercial moderne et une gare à RER. Les pavillons ont été classés comme des infrastructures obsolètes. Un d'eux a été sauvé et déplacé à Nogent-sur-Marne. Les autres sont devenus des gravats. Forum des Halles, tu les as remplacés et t'as été presque immédiatement et quasi unanimement dépesté. Les Parisiens appelaient le trou de la démolition le trou d'Halles avant que le forum ne soit construit. Ils ont continué à l'appeler un trou après. Le quartier des Arcis a été effacé pour construire quelque chose de beau. La chose belle a été effacée pour construire quelque chose d'utile. La chose utile, c'est là où vous vous trouvez en ce moment.
Et le forum lui-même a ensuite été rénové, la canopée. La verrière à l'entrée, achevée seulement récemment. Paris reconstruit ce site en continu depuis 170 ans, remplaçant à chaque fois le remplacement précédent, sans jamais donner l'impression d'être vraiment terminé. Remontez, revenez à la surface, tenez-vous dehors devant Saint-Eustache à la lumière du soir. Le centre Pompidou est illuminé, les touristes se font plus rares, les gargouilles de l'église font face à l'ouest, vers le forum. Elles regardent dans cette direction depuis le XVIe siècle, d'abord un quartier, puis un marché. Ensuite, des pavillons de fer et de verre, puis un trou de béton, puis un centre commercial, et maintenant une canopée de verre. Elles sont les seuls témoins continus de tout ce que la ville a décidé à maintes reprises de ne plus juger assez bien. Elles sont toujours là, toujours tournées vers l'ouest, attendant encore de voir ce qui viendra ensuite.